Bonjour Jean-Paul Sauzet. Bonjour. Vous êtes thérapeute du couple. Comment vont les couples aujourd'hui? La Saint-Valentin va-t-elle mourir? Non, la Saint-Valentin ne va pas mourir. C'est d'ailleurs bizarre quand même cette histoire, comment dans notre société française laïque, la Saint-Valentin continue à avoir du succès. Mais sans doute parce que nous sommes tous épris de relations amoureuses. Et en même temps, on pourrait dire que le couple ne va pas bien. Il y a à peu près autant de personnes célibataires en France, adultes, qu'il y a de personnes en couple. Donc c'est quand même pas beaucoup. Et une des causes d'ailleurs dont on expliquait, y compris dans Réforme, de la baisse de natalité était sans doute l'augmentation aussi du célibat. Donc les couples vont bien, et en même temps je dirais les couples vont mal, ce qui nous permet à nous, dans notre métier de thérapeute du couple d'aller bien, puisqu'on s'occupe de ces gens en souffrance. Mais oui, être amoureux, vivre en amour n'est pas une chose simple et facile. Comment vont les couples aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des transformations? Ben oui, il y a des transformations et une qu'on observe en particulier. Alors il y en a deux, on va dire. Il y en a plein, mais il y en a en tout cas deux majeures aujourd'hui. La première, c'est la baisse de la sexualité. Donc il y a une enquête de l'IFOP pour une boîte de sextoys où on s'est aperçu que les jeunes de moins de 20 ans avaient des rapports sexuels beaucoup moins fréquents qu'il y a 5 ou 10 ans, que les adultes avaient beaucoup moins de rapports sexuels aussi, donc il y avait globalement une baisse de la sexualité. Je ne dis pas un désintérêt, mais une baisse de la sexualité et des rapports sexuels. Donc c'est un peu étonnant, sans doute il y a plein de raisons à ça, il y a eu le Covid, les gens sont sur leur tablette, quand on est au lit et que notre partenaire a sa tablette, puis moi j'ai ma tablette, ben effectivement on ne va pas nécessairement se retrouver ensemble, il y a ceux qui ont la télé devant leur lit, il y a certainement une qualité de vie, des horaires de travail. Voilà, on peut énumérer un certain nombre de facteurs. En tous les cas, on observe ça. Et puis, ce bouleversement énorme aussi qui participe à cette baisse de la sexualité, c'est la question du consentement. Et la question de MeToo qui fait que les hommes sont beaucoup moins demandeurs, et beaucoup moins agressifs certainement dans la sexualité. Du coup, ils sont un peu... Être un homme aujourd'hui, ça devient compliqué. On n'ose pas faire un compliment, il y a des hommes qui n'osent pas séduire, il y a des hommes qui n'osent pas aborder une femme par peur de se faire attaquer, critiquer comme harceleur. Donc la position des hommes est difficile, et la position des femmes l'a été, elle l'est encore, c'est pas du tout ça que je nie, bien au contraire, mais ce rééquilibrage du couple très intéressant, de cette parité, fait qu'effectivement, ça conduit, ça génère en tous les cas une baisse de la sexualité. Et peut-être tant mieux, puisque l'enquête aussi montre que beaucoup de femmes acceptaient des rapports sexuels sans consentement et que, pour le coup, il y en a beaucoup moins qui acceptent des rapports sexuels sans consentement. Donc tant mieux. Puis deuxième élément que je trouve intéressant à regarder dans les nouveautés, dans les nouveaux paramètres, je dirais, de l'existence d'un couple, c'est comment aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être ensemble. J'allais dire, tiens, on n'a pas besoin de faire de l'amour et d'avoir de la sexualité pour être en couple. Ça fait partie aussi des baisses de la sexualité. Avant, pour être en couple, il fallait qu'il y ait de la sexualité, sinon on était amis, mais on n'était pas en couple. Et ça s'est complètement modifié comme paramètre. Et de la même manière, aujourd'hui, on n'a pas besoin de vivre sous le même toit pour être en couple. Donc on voit ça chez les familles recomposées, qui s'aperçoivent que vivre ensemble avec les enfants de monsieur, les enfants de madame, mettre tout ça ensemble, avec les moments, il y en a qui sont là une semaine, d'autres ne sont là qu'un week-end sur deux, c'est extrêmement compliqué, avec des conflits de valeurs, des conflits autour du menu, des programmes de cinéma, des choix éducatifs, des valeurs. Donc ils se disent, non, mieux vous restez chacun chez soi, et puis on se retrouve en vacances, on se retrouve pour des week-ends, on sauvegarde notre couple. Pareil chez les couples retraités, il y a de plus en plus de couples à la retraite qui divorcent, ce qui est quand même un phénomène assez nouveau, qui se remettent ensemble, avec d'autres partenaires bien sûr, et qui parfois rapidement, tout de suite, ou parfois au bout de quelques temps, disent non, mais mieux vaut que chacun reste chez soi, et puis on se retrouve dans des moments heureux. Et donc on connaissait les couples TGV, on connaissait les couples de week-end, parce que monsieur est enseignant, il a été nommé à Poitiers, et madame est restée à Paris, et qui se retrouvaient donc le week-end et les vacances. Mais c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. On est ensemble tout en étant séparés. Et ça, c'est une nouvelle configuration du couple qui est intéressante, c'est-à-dire comment
le couple va suffisamment être solide pour continuer, ne pas être un couple de loisirs, mais un couple de vie quotidienne, sans nécessairement vivre en permanence sous le même toit. Est-ce que la jeune génération n'a pas un autre rapport au couple et est-ce que la Saint-Valentin n'est pas quelque chose pour un truc de boomer, de gens nés avant les années 70, puis aujourd'hui les couples vivent différemment? Peut-être, je ne saurais pas dire de façon très affirmative, mais je suis très étonné que sur les réseaux sociaux, par exemple, les jeunes, 15-16 ans, ils disent « Ah, je suis en couple !» alors qu'ils ont une copine, sans nécessairement d'ailleurs avoir de sexualité développée, mais ils sont amoureux, ils sont attachés à une personne, ils appartiennent à cette personne, ils s'appartiennent mutuellement, et ça fonctionne, y compris avec tout le romantisme qui illustre ces relations autour de la Saint-Valentin, y compris dans les couples. C'est quand même intéressant de regarder dans les restaurants le nombre de couples qui sont là ensemble le soir de la Saint-Valentin, donc qui s'invitent, qui profitent de cet événement pour alimenter, nourrir leur relation amoureuse. C'est joli finalement comme événement. Et ça, on pourrait se poser la question, tiens, qu'est-ce qui fait que dans l'Église on ne fait pas ça? On pourrait. Ce serait quoi le message? Peut-être le message, ça serait de se donner du temps dans l'Église pour parler, célébrer la relation amoureuse et la relation de couple. Vous ne pensez pas que la jeunesse d'aujourd'hui a un autre rapport à l'engagement que les couples des générations précédentes? Un rapport à l'engagement qui est effectivement très différent. On le voit sur le nombre de divorces, puisqu'il y a à peu près presque 2 couples sur 3 qui divorcent dans leur histoire. Il y a beaucoup de familles recomposées, il y a beaucoup de couples qu'on ne connaît pas, au sens ils ne sont pas répertoriés en tant que Pax ou en tant que couple marié, mais qui existent quand même de façon, je dirais, sur des couples à durée déterminée et non pas à durée indéterminée. Et effectivement, il y a une ouverture, une liberté qui est offerte aujourd'hui qui permet de se séparer, de se remettre en couple, qui a été d'ailleurs critiquée par Eva Illouz enfin par une sociologue et d'autres, il n'y a pas que elle, comme étant certainement un phénomène lié à notre société de consommation, comme si on pouvait consommer les couples comme on consomme des produits. Et une fois que le produit n'est plus satisfaisant, c'est-à-dire que la relation amoureuse ne donne plus satisfaction, on le jette et on recommence un autre couple. C'est un risque, mais je pense que ce n'est pas que ça qui vient écorner, je dirais, la notion de l'engagement. Je crois que la notion de l'engagement, elle dit aussi que parce que j'ai envie d'une relation exigeante, parce que j'ai envie d'être en lien avec toi, parce que j'ai envie que notre relation soit belle, et bien quand elle ne l'est plus et que nous n'arrivons pas à dépasser nos échecs ou nos failles, ben peut-être qu'un signe d'engagement, c'est d'accepter aussi de se respecter mutuellement pour se séparer. C'est assez paradoxal, mais ça peut s'entendre. Vous qui êtes thérapeute de couple, est-ce que vous rencontrez des couples où, s'il y a de la violence conjugale, des couples où on redoute la Saint-Valentin, par exemple les célibataires peut-être? Oui, il y a des célibataires pour qui la Saint-Valentin est un moment d'angoisse, mais comme les fêtes de Noël ou comme toutes les fêtes carillonnées, parce que c'est des moments où on sait que beaucoup de vivent ces événements en famille, dans un endroit chaleureux, convivial, affectueux, et qu'eux se confrontaient à ce moment-là de façon cruciale et parfois tragique à leur célibat. Mais il y a plein de réseaux sociaux et plein de sites et d'applications qui permettent des rencontres entre célibataires pour essayer de trouver l'âme sœur, sa moitié, mais comme dirait l'autre, quelle moitié dois-je retrouver de moi? Il y a toujours cette quête de l'âme sœur aussi qui est quand même assez surprenante. Mais effectivement, ces moments comme Saint-Valentin viennent accuser un peu plus de façon criante la solitude pour ceux qui la traversent. Et au sein des couples, il y a des couples qui redoutent ces célébrations de leur Oui, il y a des couples qui redoutent ces célébrations parce que c'est comme s'il fallait se conformer à un rituel qui fait qu'il faudrait qu'on s'aime alors qu'on n'est pas dans une dynamique aujourd'hui de s'aimer. Alors ça veut dire quoi s'aimer? C'est ça que je trouve toujours intéressant en thérapie, c'est quoi pour vous d'aimer? C'est-à-dire que c'est des gens sans doute qui ont une difficulté autour de l'engagement, donc il y a une forme d'insécurité dans le couple, qu'ils n'ont pas envie de fêter la Saint-Valentin parce qu'ils sont dans trop d'insécurité, trop de doutes, peut-être sur la fidélité, peut-être sur la confiance mutuelle qu'on peut avoir, sur des questions financières, sur la sexualité, sur la parole de l'autre simplement.
s'il peut y avoir des doutes autour d'une forme de violence dans le couple, violence verbale, parfois une violence physique, qui fait que comment je vais avoir envie de fêter, de célébrer l'amour et de me réjouir de toi, d'en être reconnaissant, alors qu'il y a cette menace qui peut être permanente. Et puis il peut y avoir des problématiques qui sont plus liées à des blessures existentielles du couple, parce qu'il y a eu une période de chômage où tu as été absent, il y a eu une période de deuil où tu n'as pas su m'accompagner ou en tous les cas me comprendre. Et du coup, comment je peux continuer à vivre avec cet homme-là ou avec cette femme-là, et qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, pour moi, c'est les mêmes problématiques qui se posent. Comment je peux te faire confiance alors que tu n'as pas su être présent dans ces moments qui ont été douloureux pour moi? Et ça ne me donne pas envie de fêter la Saint-Valentin. Bien sûr, c'est ces moments un peu où il faudrait être obligé d'eux qui peuvent être mis en doute quand le quotidien nous empêche de le vivre sereinement et joyeusement. Sur quelle piste vous mettez les couples qui doutent pour eux-mêmes de l'intérêt de célébrer la Saint-Valentin? Sur quelle piste? Ce qui va être intéressant s'ils viennent nous voir, nous consulter en thérapie, ça va être de regarder avec eux qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire de les aider d'abord à améliorer leur communication, parce que souvent des couples qui sont en tension ou en crise sont des couples qui sont dans une forme d'agressivité verbale, et donc qui ont du mal à communiquer, donc à se dire et à dire. Or, c'est une des premières bases, et nous, on incite beaucoup les couples qui viennent nous consulter. Je dis nous, parce qu'on est toute une équipe à l'école du couple de thérapeutes qui accompagnent des couples. C'est vraiment de les inciter à se donner des rendez-vous pour se parler. Et puis après, c'est de travailler avec eux pour voir qu'est-ce qui fait souffrance et qu'est-ce qui est douloureux. Parfois, c'est des vieilles histoires qui reviennent et qui n'ont jamais été suffisamment traitées. Parfois, c'est juste le manque de confiance, c'est de l'infidélité conjugale. Parfois, c'est un problème de finances, justement. Parfois, c'est des questions de pouvoir au sein du couple, de qui décide quoi, qui a pris le pouvoir, qui insiste et m'incite à des choix, des actions, à des choix de vacances, à des programmes télé, parfois même à des menus, qui fait que non, ça ne me convient pas, c'est pas comme ça que je veux vivre au quotidien. Et cette difficulté-là peut générer des crises et à un moment des replis. Vous le disiez dans la liste des difficultés que vous venez de dresser, la communication, la parole. Alors, parfois, on dit que quelques mots valent mieux qu'une rose rouge. Comment faire plaisir à la Saint-Valentin? Il y a plein de manières, de mon point de vue, à faire plaisir, qui est d'abord de pouvoir s'inviter mutuellement. Je peux inviter l'autre pour un restaurant, bien sûr. Je peux inviter l'autre pour un temps d'échange, pour se parler, pour se donner un rendez-vous. Je peux inviter l'autre pour un prochain week-end que j'ai organisé, c'est une manière de cadeau. Il y a une autre manière qui est pour moi de pouvoir se dire un merci, c'est-à-dire de la reconnaissance. Une autre manière à la Saint-Valentin de dire comment je suis attaché à toi, c'est de lui dire aussi des excuses pour ce qui s'est passé dernièrement, pour des paroles maladroites ou malheureuses, pour des comportements que j'ai eus qui n'ont peut-être pas été appropriés, mais pouvoir le reconnaître, le nommer, et parfois c'est extrêmement réparateur au sein d'un couple. Voilà, c'est pouvoir aussi juste être disponible à l'autre en disant tiens, je suis là une soirée, une nuit, un moment pour toi. Ça peut être aussi d'organiser un moment sensuel, érotique et amoureux, et de l'organiser, c'est-à-dire de prendre du temps pour ça et de le prévoir, et pas juste de le provoquer de façon, je dirais, non attendue et parfois surprenante et au bénéfice d'un des deux partenaires. Voilà, je crois qu'il y a plein de manières de pouvoir dire comment je t'aime, mais c'est pas seulement comment je t'aime, c'est comment j'aime notre relation, comment j'aime notre couple, comment j'aime notre histoire, comment j'aime qui nous sommes ensemble. Et de pouvoir nommer ça et pouvoir le signifier par un geste, par un cadeau, par un mot, ça me paraît précieux. Est-ce que la culture biblique peut être une ressource pour renforcer sa vie de couple? Oui, même si dans la culture biblique, il y a plein de couples insolites. Déjà, la Sainte Famille, quand on parle de la Sainte Famille, c'est quand même très surprenant parce que le pauvre Joseph qui est quand même très absent, Marie qui est conçue de façon, on pourrait dire spirituellement assistée, c'est quand même très surprenant.
L'histoire d'Adam et Ève, oui, ça a été un couple initial, mais qui très vite se sont masqués, cachés dans une pudeur magnifique. David et Bethsabée, c'est quand même un couple malheureux, enfin pas malheureux, au contraire très amoureux, mais tout à fait interdit, mais qui a été quand même accepté. Si on regarde dans les patriarches, comment une des femmes des patriarches met sa servante entre les cuisses de son mari pour qu'elle ait un enfant. Enfin, il y a des choses complètement insolites et bizarres dans la Bible. Il faut arrêter d'idéaliser l'amour conjugal à travers la Bible, parce qu'il est au contraire très singulier. Et je crois que c'est ça que je trouve merveilleux dans la Bible, c'est de regarder qu'il y a de la liberté, mais que l'enjeu, c'est de pouvoir continuer à vivre ensemble, c'est de pouvoir continuer à faire des enfants. C'est un des projets du couple, mais pas le seul. C'est de pouvoir continuer à s'accepter et à s'accueillir mutuellement, et que le couple est en perpétuelle création. Et notre génération aujourd'hui, moi je dis souvent, nous sommes les artisans de notre couple, nous sommes les artisans du couple. On n'a pas de modèle, et la Bible ne va pas nous donner des modèles. Merci Jean-Paul Sauzet. Bonne Saint-Valentin. Merci.